Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Après la disparition de l'avion de John Kennedy, il n'y aurait plus d'espoir de retrouver des survivants en mer. Les recherches néanmoins se poursuivent. L'Amérique pleure l'une des figures de la dynastie Kennedy. Les chaînes de télévision suivent en direct l'événement. Le fils du président assassiné, qui avait épousé Caroline Bessette, jeune fille sage de la bonne société new-yorkaise, symbolisait la réussite et la séduction. Dans ce journal, reportages, documents et interventions en direct de nos envoyés spéciaux. La parade nautique de l'Armada qui a quitté le port de Rouen, plus d'1 million de personnes sur les berges de la Seine pour assister à ce spectacle maritime. Et puis du tennis, la victoire de Cédric Pioline qui a battu Gustavo Kuerten. Il donne à la France la qualification pour la demi-finale de la Coupe Davis. Même si l'Amérique redoute d'annoncer officiellement la disparition de John Kennedy, il ne reste pratiquement aucune chance de retrouver vivant le fils du président assassiné ainsi que son épouse Caroline Bessette et sa sœur. La température de l'océan est trop froide pour imaginer qu'ils aient pu survivre selon des spécialistes. Pour autant, les recherches se poursuivent autour de l'île de Martha's Vineyard à la recherche de l'épave. Olivier Caroff. Officiellement, ce sont toujours des survivants que recherchent les secouristes. Mais cela fait 36 heures maintenant que l'avion de John Kennedy Jr. s'est abîmé en mer. Le fils du président assassiné était aux commandes, à bord sa femme et sa belle-sœur. Même s'ils ont survécu au crash, il y a peu de chances qu'ils puissent tenir aussi longtemps dans les eaux froides de l'Atlantique. D'habitude, on peut survivre une douzaine d'heures, admet le responsable des recherches. Mais il s'empresse d'ajouter que ce n'est qu'une moyenne statistique. Les patrouilles continuent donc. Avions spécialisés des gardes-côtes, navires océanographiques équipés de sonars, c'est une zone de 3000 km² qu'il faut explorer à la recherche de l'épave de cet appareil. Un Piper Saratoga que John Kennedy Jr. avait acheté d'occasion il y a quelques mois pour remplacer ce premier avion. Que s'est-il passé pendant le vol? Les écrans radars ont noté une chute de 400 mètres en quelques secondes et c'est tout. Il n'y a même pas eu d'appel de détresse. Sur l'île de Martha's Vineyard, là où John Kennedy Jr. aurait dû atterrir vendredi soir, la police sillonne les plages à la recherche de débris déposés par l'océan. Une valise et quelques pièces ont été retrouvées hier et ce matin. Les recherches pourraient s'étendre désormais à une petite île toute proche, un îlot désert utilisé pour les tirs d'entraînement de la marine américaine. Et dans la résidence d'été des Kennedy, là où devait se dérouler la cérémonie de mariage de l'un des leurs, le clan, une nouvelle fois frappé par la tragédie, fait bloc. Le recueillement pour ces quelques 80 membres de la famille Kennedy, soudés, unis par l'émotion. Sur place, notre correspondant Dominique Derda, Édouard Perrin. Dès l'aube, d'autres navires sont partis en renfort. La nuit ne fut porteuse d'aucune heureuse nouvelle. À Hayanisport, où l'on devait célébrer hier le plus chic, le plus mondain des mariages, il fallait ce matin avoir la foi bien arrimée pour résister encore contre vents et marées, à l'angoisse et surtout à la résignation. Les chances sont minces, c'est vrai, dit cette femme. Mais moi j'ai toujours espoir. Il faut continuer à prier pour cette famille. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que les Kennedy font la une de la presse. Dans ce petit village, comme dans toute l'Amérique, les éditions spéciales partent en quelques heures. Et chacun évidemment de s'interroger sur cet acharnement du destin. C'est peut-être leur richesse qui les a tués, dit cet émigré russe. Pourquoi ne sont-ils pas venus en autobus ou en voiture à ce mariage? Pourquoi fallait-il absolument qu'ils y viennent en avion? Eux, c'est du monde entier qu'ils sont venus, et nous sur leurs traces. Depuis plus de 24 heures, prêts à tout instant à prendre l'antenne devant la propriété familiale, ils guettent un mouvement, un signe, un cri de joie ou de détresse. La fin d'une histoire qui, à mesure que le temps passe, s'écrira, c'est bien probable, en lettres de deuil. Il n'y a guère au pied de son phare que Sam, le peintre, pour consteller de couleurs la grisaille uniforme d'un paysage écrasé de soleil autant que de tristesse. Si nous l'avons perdu, dit-il, ce sera une grande perte. Mais nous nous souviendrons de lui comme nous nous souvenons de Lady Diana. Toujours pour nous, ils iront ensemble. Sur ces plages, où John fit ses premiers châteaux de sable, pour tous qui, depuis la mort de son père, le couvaient du regard, il était l'enfant roi, le prince charmant de l'Amérique.
Toutes les chaînes de télévision aux États-Unis ont modifié leur programme et suivent en direct l'évolution des recherches. Les journaux du dimanche ont fait leur une sur la tragédie, retraçant le parcours de celui qui fait partie intégrante de l'histoire américaine depuis ce jour de novembre 63 à Dallas. Spontanément, des passants déposent des fleurs devant la résidence de John Kennedy à New York et d'autres se recueillent au cimetière d'Arlington, là où est enterré le président assassiné. Patrick Fandio. En se réveillant ce matin, l'Amérique n'était pas en deuil, même si certains signes montrent qu'elle s'y prépare déjà. La bannière étoilée ne flotte qu'à moitié sur le Capitole à Washington. Le drapeau n'est pas encore en berne, on attend. Insupportable attente, cruelle incertitude pour ces Américains qui viennent déposer au pied de l'immeuble où habitent John et Caroline quelques fleurs, quelques bougies, un petit mot d'angoisse. Où êtes-vous donc, John? S'il vous plaît, rentrez vite à la maison. Je ressens un manque de quelqu'un comme lorsque vous regardez la télévision. On ne connaît pas l'homme, mais on se souvient d'un petit enfant et de son salut militaire. Et quand vous le voyez à l'écran, vous vous dites, lui c'est un personnage, d'où il vient, ce qu'il va faire, où il va, vous espérez toujours le meilleur pour lui. Heure par heure, les médias américains alimentent évidemment ce mélodrame national. Tirage supplémentaire, édition spéciale, ils s'y sont tous mis. De la presse à sensation qui promet en une encore des larmes, aux très sérieux et très influents quotidiens qui rivalisent d'analyse pour savoir ce qu'ont bien pu faire les Kennedy pour mériter l'acharnement d'un destin si tragique. Même l'austère Herald Tribune n'échappe pas à l'émotion ambiante. Et pour cause, l'histoire des Kennedy pour les Américains ne ressemble vraiment à rien de comparable. C'est un peu une saga, une famille qui a traversé vraiment tout depuis des décennies, tous les drames humains qui sont tout le monde dans le monde entier, les gens peuvent trouver quelque chose en commun avec cette famille. Donc c'est un peu bon comme la famille royale britannique, ou même je dirais ce sont des gens un peu plus vrais parce que ce n'est pas de la royauté, ils ont commencé une famille d'immigrants. L'Amérique n'est pourtant pas une monarchie, mais elle s'inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État pour le prince héritier de ceux qui ici font figure de famille royale. Je souhaite commencer avec un moment de prière pour John Kennedy Jr., pour sa femme Caroline et sa sœur Lorraine, qu'ils nous reviennent sains et saufs, et bientôt. La prière et le recueillement, il ne reste peut-être plus que ça à faire pour ceux qui se retrouvent sur la tombe du président assassiné, le père de John, au cimetière militaire d'Arlington, ou alors à l'office religieux célébré tout à l'heure à la cathédrale Saint-Patrick de New York. John Kennedy représentait pour l'Amérique la génération positive de la dynastie, un symbole fait à la fois de réussite, de séduction et d'une joie de vivre enfin retrouvée. L'enfant chéri des Américains, protégé de la presse durant son enfance par sa mère, avait su se débarrasser du poids de la fatalité, du moins le croyait-on. Michel Fine. De son enfance et de son adolescence, il reste peu d'images. Celle d'un petit bonhomme à côté de son père sur un tarmac d'aéroport et celle-ci qui a fait le tour du monde. Un enfant de 3 ans faisant le salut militaire devant la dépouille mortelle de son papa. John Kennedy a grandi sous l'aile de sa mère, loin des paparazzis. On dit parfois de lui que dans la famille Kennedy, il est le plus normal de tous. De fait, John est un dilettante. Tour à tour, il fait un peu de théâtre, échoue à 2 reprises à son examen d'avocat, puis devient assistant du procureur de Manhattan. C'était pas un prétentieux, un ramenard. En fait, son seul problème dans la vie, c'était de gérer son capital qui était son nom. En 1995, il résout son problème. John Kennedy lance un magazine politique grand public, son nom George, du nom de George Washington, fondateur des États-Unis. George lève le rideau sur la politique et nous montre les hommes et les femmes sur la scène publique. Un journal à son image. Il y avait un petit côté clin d'œil, si vous voulez, parce qu'il savait que dans la politique, le sublime côtoie le ridicule. Et je crois qu'il voulait souligner ces sortes de dualités. La presse a appris le mariage de John Kennedy en recevant cette unique photo.
Il s'est uni en 1996 dans le plus grand secret devant quelques dizaines d'invités seulement avec Caroline Bessette, jeune fille de bonne famille, 28 ans. Elle est la fille d'un médecin de New York, travaille chez Calvin Klein où elle est responsable de la communication. À l'école, elle fut désignée archétype de la beauté. De lui, on disait qu'il était l'homme le plus sexy du monde. Il faisait rêver des milliers de gens. Avec la disparition de celui qu'on représentait comme le prince héritier de l'Amérique, revenons à présent sur l'histoire de la famille Kennedy, une histoire émaillée de tragédies, de destins brisés. Bob Kennedy avait lui-même déclaré un jour « Il y a quelqu'un là-haut qui ne nous aime pas ». Il est vrai que le sort s'est acharné trop souvent. Philippe Rochaud. Il représentait l'image du bonheur et de la réussite. Quand Jackie et John Fitzgerald Kennedy ont fêté leur victoire au présidentiel de 60, ils pensaient bien que les drames qui s'étaient déjà abattus sur la famille ne se reproduiraient pas. Joseph Kennedy s'était tué en 1944 dans un accident d'avion à l'âge de 29 ans et 4 ans plus tard, sa sœur Kathleen avait aussi trouvé la mort dans la chute de son appareil en France. L'assassinat à Dallas de John Fitzgerald Kennedy allait montrer au monde que la malédiction s'abattait sur cette famille, à tel point que le petit John, aujourd'hui disparu, a dit un jour à sa mère « Il y a au ciel quelqu'un qui nous en veut ». L'assassinat de son frère Robert en pleine campagne présidentielle à Los Angeles allait lui donner raison. C'était en 68 et Bob, quelques minutes après son discours, tombait comme son frère sous les balles de ses assassins. Rose Kennedy, la mère de ses 9 enfants Kennedy, qui dit-on leur donna cette envergure qui a fait leur gloire, révéla aussi qu'elle perdit un enfant 1 mois après sa naissance, mais avant sa mort en 1995, elle se consola de ses drames en voyant qu'elle avait 30 petits-enfants et 41 arrière-petits-enfants. Car ses fils n'ont pas seulement apporté la tragédie dans la famille, mais aussi la honte, comme Ted Kennedy en 69. Sa compagne est morte noyée au cours d'un mystérieux accident de voiture. Le sénateur Ted Kennedy a dû formuler publiquement des excuses pour ne pas salir la famille. Ted Kennedy Jr., lui, amputé de la jambe gauche à la suite d'un cancer, força de son côté l'admiration des Américains, alors que David Kennedy, fils de Robert, allait succomber d'une overdose de drogue en 1984. Le dernier drame, ce fut la mort de Michael Kennedy, autre fils de Robert Kennedy, mort dans un accident de ski dans le Colorado il y a 2 ans. John Kennedy Jr. était venu saluer sa mémoire, ignorant qu'il serait le prochain Kennedy à mourir lui aussi de façon tragique aux commandes de son avion. Rejoignons maintenant en direct des États-Unis à Yannisport Dominique Derda. D'abord peut-être quelques précisions concernant les circonstances de l'accident de l'avion piloté par John Kennedy. Apparemment plusieurs témoignages évoquent l'imprudence ou plutôt le manque d'expérience. Oui, on peut dire, et encore c'est un peu difficile de l'affirmer maintenant parce que l'enquête évidemment ne fait que commencer. John Fitzgerald Kennedy Jr. n'avait son brevet de pilote que depuis un peu plus d'1 an. Simplement, là, dans le domaine dans lequel il était inexpérimenté, c'était sans doute l'utilisation de cet appareil, un appareil qu'il s'était offert il n'y a pas très longtemps. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne disposait pas de sa qualification pour piloter aux instruments. Or, les conditions météo, avant-hier soir, dans la nuit, les conditions météo apparemment étaient assez mauvaises, il y avait beaucoup de brume, il faisait nuit, et on sait très bien qu'il est beaucoup plus difficile de se diriger à vue quand il fait nuit dans la brume, surtout si l'on ne sait pas se servir de ces instruments. Alors même si rien n'est officiel, selon quel calendrier les autorités vont-elles annoncer la fin des recherches et sur place se prépare-t-on déjà aux obsèques? Écoutez, j'aurais envie de vous dire que plutôt que d'annoncer la fin des recherches, on en est plutôt ici aujourd'hui à annoncer une intensification de ces recherches simplement sur un périmètre beaucoup plus réduit que le périmètre de départ qui était extrêmement vaste, des centaines de kilomètres carrés en mer au large d'ici. Les moyens vont être renforcés, on utilise d'ores et déjà un navire qui est équipé d'un sonar qui permet de voir si des débris joncheraient le sol de la mer qui n'est pas très profond à cet endroit-là. On a utilisé des systèmes de vision nocturne, de détection de chaleur afin de voir si par hasard des corps flotteraient sur la mer. En tout état de cause, tant qu'on n'aura pas d'éléments plus précis, plus concrets, il est difficile d'imaginer que l'on arrête cette enquête. Vous savez, ici on parle encore d'opérations de secours et pas simplement de rapatriement de débris. C'est la raison sans doute pour laquelle la famille Kennedy ne s'est pas encore exprimée tant que les recherches de secours ne sont pas encore terminées officiellement. Merci Dominique Derda pour ces précisions. Voici ce que l'on pouvait dire sur la disparition de John Kennedy. Nous y reviendrons en toute fin de journal pour un dernier point.
Dans l'actualité au Kosovo, la découverte d'un nouveau site où auraient été massacrées 26 personnes. Il s'agit de la zone nord sous commandement français. Les corps des victimes étaient dispersés autour d'un village près de Zbrika. Cette personne porterait des traces de balles dans la tête. Et puis, presque comme chaque jour, maintenant, une nouvelle manifestation de l'opposition réclamant le départ du leader serbe. 15 000 personnes emmenées par Vuk Drašković se sont réunies hier à une centaine de kilomètres au sud de Belgrade. Jérôme Beny. Vuk Drašković renoue avec l'opposition. C'est son premier meeting depuis que Milošević le limogea en avril dernier pendant les frappes de l'OTAN. Les manifestations contre le président serbe se succèdent dans les villes de province. L'opposition est à la recherche d'une figure charismatique. Tout le monde doit se réunir dans l'opposition, sans quoi il n'y aura pas de changement dans notre Serbie moribonde. Si quelqu'un n'est pas capable d'être un bon dirigeant, il doit partir comme ça se passe dans les pays du monde civilisé. Kragujevac est une ville sinistrée par la guerre. Une ville de chômeurs après les bombardements des usines automobiles Zastava. Une ville envahie par des milliers de réfugiés serbes du Kosovo. Si les Américains permettent que le Kosovo devienne un pays sans Serbes, alors pourquoi pas demain des États-Unis sans Américains? Drašković tient à se démarquer de ceux qui veulent renverser Milošević. Il prône des élections. Les supporters de Milošević, je ne veux pas leur offrir la prison, la vengeance, la souffrance. Je ne suis pas un homme de vengeance. Je suis un homme de réconciliation. Chacun prend ses marques en Yougoslavie pour un été de toutes les oppositions qui s'annonce particulièrement chaud. Dans moins de 48 heures et pour marquer le jour anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, le lancement de la navette Columbia Cap Canaveral. Pour la première fois, c'est une femme qui dirigera l'équipage, composé de 5 astronautes, dont le français Michel Tonini. La première femme commandant de bord s'appelle Hélène Collins. Jean-Claude Alanic et Philippe Luzzi l'ont rencontrée. Leur point commun, ils sont tous les deux pilotes de chasse et astronautes. Le français Michel Tonini a volé dans Mir avec les Russes en 92. Eileen Collins, lieutenant-colonel de l'ES Air Force, est déjà allée 2 fois dans l'espace. Et cette fois-ci, elle sera commandante de bord de la navette, une première pour une femme aux États-Unis. J'essaye de ne pas penser au fait que je suis la première femme commandant de bord. L'important, c'est le travail que j'ai à faire. Le reste, j'y penserai après le vol. Un commandant de bord qui a dirigé l'entraînement de son équipage à Houston avec le sourire, mais une main de fer. Consciente que les hommes de la NASA ne lui feraient pas forcément de cadeaux. Au début, j'ai pris avec circonspection, j'étais un peu hésitant, je me demandais un petit peu ce qui allait se passer. Et en fait, les rapports s'établissent très bien avec Eileen parce qu'elle est très précise, elle est très scrupuleuse, elle ne passe aucun détail. Ces types sont super, on a travaillé pendant de longues journées, on est presque devenu une famille. On a travaillé le week-end et au fur et à mesure qu'on se rapproche du décollage, on travaille encore plus. Une famille qui s'est entraînée 10 heures par jour pendant plusieurs mois, parfois au fond de cette piscine géante, par exemple pour s'exercer à une sortie dans l'espace en scaphandre. Et quand il fallait superviser les choses de plus près, le commandant de bord n'a jamais hésité à se jeter à l'eau. En dehors du travail, Eileen Collins partage sa vie avec un mari, pilote de ligne, et elle consacre ses loisirs à sa petite fille. Ma fille a presque 3 ans. Elle ne comprend pas exactement ce que je fais, mais elle sait que c'est très particulier et que sa maman va monter dans une fusée. Ça l'excite beaucoup d'assister au décollage. Une petite fille à qui sa maman aura beaucoup de choses à raconter quand elle redescendra des étoiles. L'actualité en France, ce matin à Paris, jour anniversaire de la rafle du Veldiv. Elisabeth Guigou a salué la mémoire des victimes de ces crimes imprescriptibles lors de la commémoration de cette rafle qui s'est déroulée à quelques mètres de l'ancien vélodrome d'hiver. Le 16 juillet 42 et le lendemain, 4500 policiers français avaient arrêté à leur domicile plus de 13 000 juifs rassemblés dans l'ancien vélodrome avant d'être déportés. Le garde des Sceaux a souligné son désir de regarder la vérité en face.
Le magistral défilé nautique de l'Armada qui a donc quitté ce matin le port de Rouen pour descendre la Seine. Une vingtaine de grands voiliers et de bâtiments de guerre salués sur les rives par de très nombreux spectateurs. On parlait d'1 à 2 millions de personnes le long des berges. Thierry Curtet, Olivier Robert. À la parade, plus de 15 grands trois-mâts, plus de 30 navires. La fête n'a véritablement pris fin que lorsqu'ils ont franchi le pont de Normandie ce soir. À chaque passage de village, les 70 cadets du Guatémoc ont assuré le spectacle. Applaudis dans chaque traversée de village par une foule impossible à dénombrer. Les plus audacieux évoquent plus de 3 millions de personnes sur les berges de la Seine, 120 km de Rouen au Havre. Pour cette 3e édition, les habitués avaient tout prévu. Une table, des verres, des jumelles, de la bière, même le thermo de ce matin. Et vous êtes à depuis quelle heure? 9 h. Sur les navires ravis de l'accueil, les marins ne sont pas spécialement pressés de reprendre du quart. On l'a sur le pont du Brême allemand. Salsa en solo sous les voiles du Simon Bolivar. Les grands trois-mâts du bout du monde se confondent de plus en plus avec le décor normand. Devant le succès, 8 millions de spectateurs estimés au total, les organisateurs ont décidé que la prochaine Armada aurait lieu dans 4 ans au lieu de 5. Sur les quais ce matin, les cœurs étaient serrés. On les reverra plus. C'est-à-dire? Ils s'en vont et puis... Ah là là, je peux pas vous le dire, c'est horrible, je peux pas. Non, c'est la tâche trop vite quoi. C'est-à-dire? On s'attache à quoi? On s'attache à qui? Aux marins, aux bateaux. À l'ambiance aussi? Oui, à l'ambiance. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous espérez maintenant? Qu'ils reviennent. Certains, certaines courront aux prochaines escales au Havre ou à Saint-Malo, car ces grandes cathédrales de voile ne viennent pas si souvent, alors elles prennent leur temps avant de retraverser l'Atlantique. L'actualité sportive avec la victoire de Cédric Pioline qui a battu Gustavo Kuerten, qualifiant ainsi la France pour les demi-finales de la Coupe Davis. À Pau, Christelle Bertrand, Maryse Richard. En Coupe Davis, une victoire ça s'arrose toujours par une douche. On savait que l'équipe avait de bons joueurs, on s'aperçoit aussi que ce sont de bons danseurs. En quelques minutes, Cédric Pioline a changé de bouteille. Sur le court, il fallait avoir les idées claires. Celles de Kuerten sont plus embrouillées. Le Brésilien a subi sans pouvoir réagir. Pioline, seul maître du court, a tout de suite sorti le grand jeu. Kuerten a bien essayé d'enrayer le métronome français, mais Pioline a stoppé net toutes les ambitions brésiliennes. Et pour être tout à fait imbattable, Cédric Pioline a servi et volleyé sans fausse note. Au bout de 2 sets, perdu 6-3, 6-4, Kuerten a bien senti que soufflait sur le court un petit air de Coupe du Monde. Et 1, et 2, et 3 manches à 0 pour Pioline. Comme au football, les joueurs se sont échangés les maillots. Cédric Pioline a fait une partie solide en profitant des faiblesses de Kuerten. On avait vu qu'il était un petit peu fatigué, donc à partir de là, il fallait essayer de le prendre tout de suite à la gorge, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Les Français sont en demi-finale de Coupe Davis. Le capitaine est fier de ses tuniques bleues. Je crois que ce qui restera de ce week-end, c'est que les joueurs ont joué tous les 4 un très grand tennis. Donc en tant que capitaine, je suis vraiment comblé aujourd'hui. Score final, 3-2. Sébastien Grosjean s'est incliné face à Mélie Génie. Du 24 au 26 septembre, la France va jouer contre la Belgique pour une place en finale. Le Tour de France avec la 14e étape au pied des Pyrénées. L'Américain Lance Armstrong conserve le maillot jaune. C'est le Russe Konichev qui a remporté l'épreuve. Nathanaël de Rinxin, Philippe Deslandes. Jour après jour, étape après étape, Lance Armstrong se complaît dans son maillot jaune. Bien à l'abri derrière ses coéquipiers, l'Américain gère son avance. Rouler dans le peloton, c'est très utile, surtout dans une étape comme aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de se protéger de la pluie. Peu après le départ de Castres, cette chute permet à 2 hommes de s'échapper. Konichev et Durand, ils sont rejoints par 4 autres coureurs au 62e kilomètre. L'avance du petit groupe va dépasser les 15 minutes. Durand tente bien de partir seul pour offrir à la France sa première victoire sur le Tour. En vain.
Il se laisse même surprendre par Konichev et Farzin à 5 km de Saint-Gaudens. Dimitri Konichev, le russe, s'impose au sprint. Durand termine 5e. Après 14 étapes, les Français sont toujours à la recherche d'une première victoire. Lance Armstrong, lui, savoure déjà la journée de repos demain à Saint-Gaudens, bien utile avant d'affronter les Pyrénées. Pour la défense de la langue bretonne, cette lettre ouverte à Jacques Chirac, distribuée aux participants de cette cérémonie dans le Finistère, qui réunissait une centaine de druides du Pays de Galles et des Cornouailles. Ils se sont retrouvés lors d'une cérémonie très rituelle pour célébrer le centenaire de leur fraternité. Éric Lemasson, Raymond Chaplard. Non, vraiment, rien ne manque. Ni le son de la bombarde à la rosée du matin, ni le grand druide, qui ressemble forcément à un druide. Non, décidément, pour leur centenaire, ces druides du Gorset breton n'ont rien oublié de leur folklore. Pas même l'épée fendue dont les moitiés s'unissent comme s'unissent les peuples celtes. Pas même les cousins, accourus nombreux du Pays de Galles et de toute la Cornouaille. Je suis le grand part de Cornouailles en Grande-Bretagne. Être druide et celte, certes, mais de quoi s'agit-il au juste? Revêtir une saie bleue ou blanche serait-il du dernier chic avant l'an 2000? Et surtout, à quoi ça sert? Voici Philippe, 39 ans, après plusieurs années d'apprentissage de la langue bretonne. C'est aujourd'hui qu'il prend le titre de druide. Et le voici dans son champ, car dans le civil, ce druide est agriculteur. Vous n'étiez pas breton, vous, dites-moi? Moi, au départ, bah non, moi je suis né en Moselle. C'est un pays minier? Ouais, c'est sidérurgique. Breton de cœur, Philippe et son épouse ont l'agriculture pour vocation tardive. Ils viennent de s'installer. Agriculture biologique, tendance New Age, avec menhir au fond du champ et drapeau breton planté dans chaque phrase. De voir comment cette culture n'est pas reconnue par l'État français, parce que bon, c'est bien ce qui se passe pour la Bretagne, elle est occupée par l'État français. Cette culture, elle est niée, déjà dans sa langue, ensuite dans tout ce qui fait sa richesse. Et de voir ça, j'ai ressenti comme une injustice aussi, et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à militer et à m'engager, quoi. De toute façon, on est un peu tous à une période où on cherche des racines. Alors, les racines en Bretagne, oui, c'est la tradition celtique, donc aussi le druidisme. Pour autant, ce renouveau celtique n'est pas le terreau d'un nationalisme breton qui demeure plus que marginal. Non, ce retour en force du druidisme illustre plutôt un besoin que la religion comblait jadis, l'immense goût des hommes pour le sacré. Deuxième jour des défilés de la haute couture avec sur le podium les créations de Jean-Paul Gaultier qui cette année fait partie du sérail des grands couturiers. Pour sa part, Givenchy a fait son cinéma installé dans les studios de Boulogne-Billancourt. Reportage Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connard. Coup de théâtre chez Givenchy, les mannequins sont statiques et les visages en plexiglas. Alexander McQueen a-t-il décidé de créer une mode musée que l'on regarderait comme un tableau dans une galerie? Il précise qu'il s'est inspiré de cette peinture de Paul Delaroche sur l'exécution de Lady Jane Grey, petite nièce d'Henri VIII. Parce qu'il est, dit-il, un utopique romantique, ce que confirment ces modèles plus faits pour être admirés que pour être portés. Les clientes vont-elles s'identifier à ces spectres sans vie ni sensualité? Le pari est risqué, même si le talent est évident et brillant. Mais Alexander McQueen a déjà prouvé qu'il était un provocateur doublé d'un magicien. Pour Jean-Paul Gaultier, haute couture des pieds à la tête, structure infaillible pour un bustier miracle et de la fourrure de toutes les couleurs, du renard en vaste jupe, en bordure ou en écharpe. Et même de l'hermine en col-vertige et poignée évasée. Ce créateur affectionne les plumes, qu'elles soient d'autruche ou de pintade, qu'il mélange à des coquillages pour un oiseau rare. Il utilise aussi la peau de crocodile, le cuir métallisé ou les pattes d'autruche en pantalon aiguille. Il aime toujours les découpes inédites et les gadgets, comme ces gants longs intégrant un agenda ou un portable. Le plastique s'allie aux dentelles et broderies en imperméable ou en robe de mariée de velours de soie.
Jean-Paul Gaultier a beau être consacré en haute couture, il ne se prend pas au sérieux et c'est tant mieux. Ses musiques de films sont célèbres. Il a composé les grands thèmes d'Arizona Dream, d'Underground ou du Temps des Gitans d'Emir Kusturica. Cette fois-ci, le compositeur Goran Bregović et son orchestre des mariages et des enterrements se produit à Arles. Le tempérament volcanique de l'artiste rencontre avec Karine Komadzi et Benoît de Tuny. Sur les ruines du théâtre antique d'Arles, une rafale de Kalachnikov, petite chanson dédiée aux soldats des Balkans et à leurs jouets. Les âmes chagrines crieront à l'indécence, c'est mal connaître Goran Bregović et sa truculente fanfare des mariages et des enterrements. Né d'un père croate et d'une mère serbe mariée à une musulmane, ce grand enfant en passage brandit le métissage comme son plus sûr drapeau. Je suis né dans un pays Frankenstein. Yougoslavie, c'est un pays Frankenstein dans tous les sens. C'est fait de morceaux qui collent pas très bien. Et c'est la même chose dans tous les sens. Dans la musique aussi, on est entouré par les grandes musiques de sud-italien, grec, bulgare, hongrois. Ce que je fais, c'est kitsch. C'est très kitsch. Quand je dis kitsch, je dis un besoin humain de sentir chaleur. Et moi, ce que je fais, c'est ça. Avec son reggae planant et ses chants gitans, Bregović a traversé les frontières comme un poisson volant. Pourtant, c'est à Belgrade qu'il revient chaque fois pour composer. C'est un peu inconfortable, mais tu ne peux pas changer ce destin. C'est comme un saumon, tu vois. C'est beaucoup plus facile d'être sardine, nager dans le grand océan, confortable, joli. Si tu es né comme un saumon, il faut aller dans le petit fleuve. Moi, je suis né là-bas et je partais là-bas. Serbes, Bulgares, Gitans, sur scène, les Balkans ne connaissent ni les frontières, ni la guerre. Le festival des Francopholies de La Rochelle se termine ce soir, une soirée entièrement consacrée au rap. Cette manifestation qui avait du mal à trouver un second souffle semble cette année renouer avec le succès. Une programmation plus variée, jouant sur tous les registres, avec notamment une place faite à la musique de l'Amérique latine. Éric Perrin, Christophe Vignal. Conga, timbales et tumba, La Rochelle est branchée, salsa. Pourtant, c'est dans le rap new-yorkais pur et dur que Mangou a baigné durant toute son enfance passée dans le Bronx. Il aura fallu un déménagement en Floride et la rencontre avec des pointures de la musique latino pour que naisse la salsa assaisonnée au hip-hop. Vous savez, ce monsieur, il est d'origine dominicaine, il a le sang latin, le sang chaud. Et comme moi je suis cubain, nous deux, on peut faire des choses qui vont vous rendre complètement fou. La musique latine est joyeuse, mais on ne raconte pas toujours des histoires à l'eau de rose. Il y a des chansons qui traitent, et c'est d'ailleurs un point commun avec le rap, de problèmes sociaux très préoccupants. Mais cette musique a tellement de vibrations que souvent vous en oubliez les paroles. Le groove, le rythme, ils sont nés avec à Salvador de Bahia, la ville la plus africaine du Brésil. Carlinhos Brown incarne plus que quiconque cette énergie du métissage. Mystique, il ne monte jamais sur scène avant cette séance de candomblé, mélange de christianisme et de vaudou. Activiste politique, il a créé une école de musique dans son bidonville. Inventeur musical hors pair, le personnage est, disons-le, aussi excentrique qu'enthousiasmant.
Preuve est faite que loin des clichés, cha-cha-cha porté dansant, la musique latine ne cesse d'évoluer tout en gardant ses racines, faites de générosité. Merci beaucoup. Avant de refermer ce journal, revenons sur la disparition de John Kennedy. Bill Clinton devrait faire une déclaration d'ici une heure, c'est ce qu'on apprend à l'instant. Apparemment, le président n'aurait pas de nouvelles informations, mais il souhaite partager ses réflexions avec les Américains. Reste que ce soir, il n'y aurait pratiquement aucune chance de retrouver vivant le fils du président assassiné. Le point, Philippe Rochaud. Cet Hercule C-130 est spécialisé dans les recherches ainsi que ce navire équipé d'un sonar. Mais depuis l'aube, ils n'ont repéré aucun corps à 15 km au large des côtes du Massachusetts, là où l'appareil de John Kennedy Jr. s'est abîmé, avec à bord son épouse Caroline et Lorraine, sa sœur. L'eau est à 20 degrés et aucun être humain ne peut tenir plus de quelques heures. C'est ce qui fait dire aux autorités américaines que John Kennedy Jr. et les siens n'ont pas survécu. Mais personne n'ose officiellement l'annoncer, car on n'a retrouvé jusque-là qu'une valise portant le nom de sa belle-sœur et un appui-tête de l'avion. Pourtant, les conditions météo sont bonnes, meilleures en tout cas que lorsque John Kennedy Jr. a pris les commandes de son appareil pour se rendre à Yannisport. À mesure que l'on s'enfonce dans le temps, l'émotion grandit aux États-Unis. Dans le camp Kennedy, là où on entendait John et sa femme, l'heure est au recueillement, alors que dehors, on estime que 3000 journalistes attendent des nouvelles de celui que l'on appelait l'enfant chéri de l'Amérique. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo présentée par Patrice Drevet. 20h50, votre film, Le Ruffian, avec Lino Ventura. À minuit 10, le journal de la nuit sera présenté par Laurence Ostolazza. Demain, à 20h, vous retrouverez Benoît Duquesne. Excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée sur France 2.